Vous regardez le Journal de l'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de cette édition. Une femme à la tête du gouvernement en RDC, c'est une première. Judith Suminwa-Tuluka vient d'être nommée par le chef de l'État un peu plus de 3 mois après sa réélection. Au Mali, le retour à l'ordre constitutionnel et des élections, c'est ce que réclament plus de 80 partis et associations. Ils interpellent les autorités. La période de transition aurait officiellement dû prendre fin le 26 mars. Et puis nous irons à Lagos, au Nigeria, voir comment se passe la mise en œuvre de l'interdiction des polystyrènes et plastiques à usage unique. Décision des autorités locales pour lutter contre une pollution aux conséquences désastreuses. Je vous le disais en titre, c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Une femme prend donc les rênes du gouvernement. Judith Suminwa-Tuluka, ex-ministre du Plan, a été désignée par le chef de l'État, réélu, vous le savez, en décembre dernier. Depuis Kinshasa, les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula. La nomination a été annoncée en direct à la télévision nationale et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Tshisekedi a créé la surprise ici à Kinshasa. Pour la première fois, une femme est nommée première ministre en République démocratique du Congo. Judith Suminwa-Tuluka devient donc la nouvelle chef du gouvernement. Alors elle a été ministre du Plan sous le gouvernement Sama Lukonde qu'elle remplace. C'est aussi une cacique de l'UDPS, le parti majoritaire. Alors dans ses premiers mots, la nouvelle première ministre a affirmé que, je cite, « la tâche est grande, les défis immenses », tout en affirmant que le président pourra compter sur sa grande loyauté. Judith Suminwa-Tuluka a aussi dit quelques mots sur la situation dans l'est du pays. La région est en proie depuis plus de 2 ans aux violences des groupes armés, notamment à la rébellion du M23. C'est l'un des gros dossiers qui l'attendent et le ton est donnée. Elle évoque des conflits où, je cite, des ennemis sont parfois cachés, des ennemis que le gouvernement va, je cite, pourchasser. Alors, prochaine étape pour Judith Suminwa-Tuluka, former son gouvernement dans les prochains jours. Il réclame le retour à l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans les meilleurs délais. Au Mali, plus de 80 partis et associations interpellent les autorités en place. Dans 2 communiqués distincts, ils soulignent que la transition aurait dû prendre fin le 26 mars et n'excluent pas de mener des actions s'ils ne sont pas entendus. La correspondance de Serge Daniel. Près de 4 ans après le coup d'État qui a porté une junte au pouvoir au Mali, c'est désormais une importante frange de la classe politique locale, mais également des associations politiques, des associations de défense des droits humains qui réclament le retour à l'ordre constitutionnel. À plusieurs raisons évoquées. Le délai fixé pour la transition est désormais dépassé. Ensuite, il n'y a pas, disent ces contestataires, il n'y a pas de démocratie sans élections démocratiques, pluralistes et libres. Et il faut aller vite, comme l'explique Amadou Ogoïta, l'un des porte-parole des partis politiques et associations qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Nous disons que 2024 doit être l'année électorale. 2023 doit être la fête de la démocratie. 2024 doit nous permettre aujourd'hui de terminer la transition pour qu'en 2025, que le futur président investi s'attelle à son travail, s'attelle à la mise en place de son projet pour le développement économique et harmonieux de notre pays. Cette frange importante de la classe politique et d'associations maliennes qui réclament un retour à l'ordre constitutionnel entendent manifester pacifiquement si leur message ne passe pas auprès de la junta. Au même moment, il y a un deuxième front qui s'ouvre contre les militaires, cette fois-ci sur le terrain juridique. Ces 2 associations de magistrats ont introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle du Mali pour constater la fin officielle de la transition et pour pousser, permettez l'expression, les militaires à organiser rapidement les scrutins. Au Gabon, c'est demain que s'ouvre le dialogue national inclusif, 7 mois après le coup d'État. Dialogue promis par le président de transition et dont les victimes des violences post-électorales de 2009 et 2016 ne veulent pas être oubliées. Plusieurs d'entre elles étaient rassemblées ce lundi devant la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Elles réclament justice et réparation lors de ces assises. Les précisions d'Ismaël Obiangzé. Un sitting des victimes des violences post-électorales, synonyme de désespoir dans un Gabon en quête de réconciliation. Leur voix peine toujours à se faire entendre. Mais pour le collectif, pas question de baisser la garde.
Dans sa démarche, il espère obtenir le concours de l'archevêque de Libreville, président du dialogue national, sur l'urgence d'inscrire la commission Vérité, Justice et Réconciliation à l'ordre du jour des débats. C'est ici que réside le président du dialogue. Nous sommes là pour l'interpeller que c'est vrai, nous ne serons pas au dialogue, mais pensez à cette problématique. Le président, lors de son discours d'investiture, disait que parmi les leitmotivs, n'est-ce pas, il a évité la forfaiture de 2016. Vous voyez, donc tout le monde est conscient qu'il y a eu un problème, mais on n'en parle pas. En réponse à cet appel des victimes et familles des victimes, le gouvernement oppose l'argument des contraintes de temps sur un dossier qui exige l'examen des situations au cas par cas. Donc cette commission Vérité et Réconciliation, si les conclusions du dialogue l'évoquent, sera mise en place. Mais c'est mieux, à notre sens, qu'il soit mis en place par le président élu au terme de la transition, parce que c'est un processus qui, dans d'autres pays, ont déjà montré que ça prend du temps. Une réponse qui ne rassure pas les victimes, pour qui la recherche des auteurs présumés des violences post-électorales de 2009 et 2016 relève d'une volonté politique. C'était une promesse du président somalien, la modification de la Constitution. Le pays est passé ce week-end à un régime présidentiel, le suffrage universel est réinstauré, mais ces changements ne font pas l'unanimité parmi la classe politique. La région du Puntland s'y oppose, elle affirme ne plus reconnaître le gouvernement fédéral. On fait le point sur la situation avec Bastien Renouille. Les partenaires internationaux de la Somalie se sont montrés satisfaits suite à l'annonce de ce changement dans la constitution de transition, un changement qui concerne les 4 premiers chapitres de cette constitution. Ils permettent notamment un cadre mieux régulé de la liberté d'expression, ils permettent plus de représentation féminine dans les institutions politiques et ils promettent aussi l'organisation d'un scrutin universel pour l'élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent pour de multiples raisons, notamment la menace des terroristes islamistes Al-Shabaab qui sont encore présents sur une grande partie du territoire. Eh bien, lors de la prochaine élection, cela devrait être le cas. Chaque homme, chaque femme somalienne devrait pouvoir mettre un bulletin dans une urne pour élire le président. Alors, si les partenaires internationaux sont satisfaits, ce n'est pas le cas de l'État du Puntland. C'est un État semi-indépendant qui fait tout de même partie de la fédération somalienne. Et il l'affirme ce lundi dans un communiqué. Il ne reconnaît plus les institutions fédérales jusqu'à ce qu'il y ait un référendum qui soit organisé et que chaque Somalien puisse donner son avis vis-à-vis du changement de constitution. Le Puntland qui considère qu'il n'a pas été assez consulté avant le changement de cette constitution, malgré le fait qu'il ait des députés qui siègent à Mogadiscio au Parlement. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Le Puntland va-t-il faire sécession ? A priori, il n'y a pas de chance que cela se produise dans un avenir extrêmement proche. Quelle va être la réaction de Mogadiscio ? Eh bien, impossible de le savoir à l'heure actuelle. Le président n'a toujours pas réagi. À Lagos, au Nigeria, où en est-on plus de 2 mois après l'interdiction des contenants en polystyrène et plastique à usage unique ? Par cette mesure, les autorités espèrent mettre un terme à ce qu'elles qualifient de désastre environnemental, mais il faut du temps pour changer les habitudes. Moïse Gomis. Plusieurs fois par jour, ces agents s'activent sur cette partie de la lagune de Lagos. Ici, à chaque passage, des dizaines de kilos de polystyrène et de plastique sont ramassés. L'État de Lagos gère ce nettoyage complexe. L'activité humaine dans la mégapole génère tous les jours 13 000 tonnes de déchets. C'est un problème parce que la densité de la population est trop élevée. L'un de nos principaux défis consiste donc à évacuer les déchets hors des espaces publics de Lagos. Ces camions poubelles vont sur le terrain 24 heures sur 24. Ici, dans le quartier de Mushin, près de 900 000 personnes vivent sur 17 km². Certains habitants déposent leurs déchets plastiques sur les axes principaux pour faciliter le ramassage, mais la majorité les jette dans l'espace public sans discernement. Fabriqué à partir du pétrole, le polystyrène est pourtant inflammable et il n'est pas biodégradable. Nous ne pouvons pas nous exposer à un tel danger. Le polystyrène est un poison. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela à notre population. Pour Keshi Ania, cette interdiction est une bonne décision. Pourtant, elle perd plusieurs dizaines de milliers d'euros de son chiffre d'affaires, car cette grossiste fournissait des packs en polystyrène à des centaines de restaurants de rue. Le timing de l'interdiction l'a surprise. Pour elle, il faudrait sensibiliser les millions de clients de ces restaurants de rue.
Il ne s'agit pas seulement de nous dire d'arrêter d'utiliser ces produits. Il est très important d'apprendre à nos concitoyens à se débarrasser de leurs déchets. Sinon, les sacs plastiques, les bouteilles et tout le reste retourneront dans le système d'évacuation des eaux. Proposer aux habitants davantage de solutions pour le recyclage, c'est un des défis pour l'État de Lagos, car seulement 8% des déchets de la mégapole sont recyclés. Et on termine ce journal au Kenya, où la pratique de l'escrime est une véritable échappatoire pour des adolescents de la capitale. Et pour certains, c'est même bien plus qu'un simple loisir, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Camille Nedelec. Se battre pour une vie meilleure, riposte par riposte. Pour le coach national d'escrime du Kenya, le sport a transformé sa vie. Son destin semblait se tourner vers la prison ou la mort. Mais maintenant, il est un athlète de premier plan qui cherche à inspirer les autres. Je faisais partie d'un gang. J'étais dans le monde criminel. Et le crime vous isole. En étant isolé, vous êtes déprimé et stressé. J'ai choisi l'escrime comme moyen de m'échapper de mon quartier et de fuir ce mode de vie. Et le sport a aussi conquis les jeunes escrimeurs qui reconnaissent qu'il leur a permis de faire de meilleurs choix dans leur vie. Je ne peux pas imaginer mon quotidien sans ce sport, car il occupe une grande partie de ma vie. Dans ma région, de nombreuses filles sont devenues mères très jeunes, et ce n'est pas une vie merveilleuse. Faute de mieux, la rue se transforme en arène. Mais malgré le manque d'équipement et de ressources, ces sportifs débordent d'ambition. 15 membres ont été intégrés à l'équipe nationale. L'escrime reste un sport de niche au Kenya, mais c'est une discipline en croissance. L'escrime n'est pas un sport populaire comme le football ou l'athlétisme, mais nous faisons de notre mieux pour que le sport se développe. J'ai commencé avec 4 personnes et maintenant nous avons de bons escrimeurs. Nous avons environ 45 personnes. Les écoles ont commencé à s'y intéresser. Nous avons un plan stratégique et dans 5 ans, je sais que l'escrime aura pris de l'importance dans le pays. La Fédération d'escrime du Kenya espère que dans les années à venir, ses membres participeront à des événements internationaux, tels que les Jeux Olympiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. L'information continue sur France 24.